tous et bienvenue dans les Médiathèques d'Orléans. Aujourd'hui, un nouvel atelier numérique consacré aujourd'hui à créer une adresse de messagerie électronique ou créer une adresse email. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va pouvoir parler de à quoi sert une adresse email, comment la créer, comment la pratiquer, et on va pouvoir se pencher sur tous ces aspects-là. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui de la création d'une adresse de messagerie électronique, qui est relativement simple, des différents moyens d'accéder à sa boîte de réception, de quoi se compose une boîte mail, comment envoyer et recevoir des emails, classer ces mails en dossiers, créer des contacts ou des groupes de contacts, comment reconnaître un spam, comment choisir un bon mot de passe, même si là ça va être, on va dire, un petit peu en surface, puisque de toute façon nous allons consacrer un atelier numérique complètement consacré au mot de passe, et on va parler un petit peu écologie et quelques questions diverses. Alors comment créer une adresse email? Alors pour ceux qui ont vu notre atelier sur les formulaires en ligne, eh bien vous n'allez pas être trop dépaysés, puisqu'en fait créer une adresse de messagerie électronique c'est très simple. Il suffit de remplir un formulaire en ligne quand vous arrivez sur un site officiel ou sur votre compte. Et voilà, simplement entrez votre nom, prénom, quelle adresse mail vous désirez, évidemment en fonction des disponibilités, et puis en général, ça s'arrête là. Chaque messagerie a ses avantages et ses inconvénients, j'en parlerai un petit peu vers la fin, et ça peut être judicieux voilà, de vous renseigner un petit peu avant de créer une adresse, suivant voilà, quel site vous voulez utiliser. Il est également conseillé d'avoir plusieurs adresses électroniques, même si voilà, nous comprenons parfaitement que ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, on souhaite peut-être avoir une seule adresse électronique et non pas plusieurs. Néanmoins, pour certains sites, par exemple, voilà, qui peuvent envoyer beaucoup de spam, beaucoup de mails indésirables, c'est toujours bien d'avoir une sorte d'adresse poubelle ou d'adresse corbeille pour des choses comme, par exemple, voilà, si vous jouez au jeu mobile Candy Crush, souvent ça demande voilà, une inscription avec une adresse email. Et vous serez bien content que les mails de type réduction sur Candy Crush voilà, arrivent sur une adresse corbeille voilà, dont vous ne vous occupez pas. Enfin, une dernière chose, il faut savoir que les adresses de messagerie électronique sont automatiquement créées par votre opérateur à la suite d'une signature de contrat de téléphonie mobile ou à la suite d'un contrat voilà, de raccordement Internet. Alors comment y accéder? Il y a plusieurs façons d'accéder à votre adresse mail. La première, c'est par un logiciel de messagerie ou un client de messagerie qui est directement installé sur votre ordinateur. Alors par exemple, vous avez des applications comme Outlook, vous avez des applications comme Mozilla Thunderbird qui en fait permettent de rassembler, imaginons que vous avez plusieurs adresses de messagerie électronique, vous pouvez les rassembler sous une seule, on va dire une seule application, un seul logiciel. Et vous pouvez même également gérer vos mails sans vous connecter à Internet. Sinon, vous avez ce qu'on appelle le webmail, ou en tout cas un accès via un navigateur, tel que Google Chrome, Mozilla Firefox ou Edge. Et là, simplement, il vous suffit d'aller sur votre navigateur. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de logiciel à installer. Directement, voilà, depuis les sites qui vous intéressent, vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe. Et voilà, donc ça permet d'être... en général, ça peut être plus sécurisé si les messages sont stockés sur leur serveur. Voilà, il faut bien comprendre que des serveurs d'entreprise sont beaucoup plus sécurisés que votre ordinateur. Après, bon voilà, il peut y avoir des limitations, comme par exemple sur Gmail, vous avez une limite de stockage, je crois, de 10 Go, qui représente à peu près entre 100 000 et 200 000 mails. Et après, vous pouvez associer vos webmails à d'autres choses comme des calendriers, un drive ou des messageries instantanées. Donc en exemple, vous avez donc Gmail avec le logo tout à gauche, Outlook.com qui est aussi qui a le même nom, on va dire, que le logiciel Outlook. Vous avez également laposte.net et vous avez, comme je disais tout à l'heure, la messagerie d'Orange, la messagerie Free ou encore SFR ou Bouygues qui, comme je vous disais, crée une adresse mail automatiquement. Alors de quoi est composée une adresse mail? Alors il faut bien comprendre que la messagerie électronique c'est un petit peu comme la poste en vrai, ou s'envoyer des lettres en vrai, c'est un petit peu près le même fonctionnement. Quand vous envoyez une lettre, vous
passer par un service donc, qui est la poste. Donc là, en l'occurrence, ce sera Gmail, Hotmail ou d'autres, ou la poste.net par exemple. Et à partir de là, il faut votre adresse à vous, l'adresse d'expédition, et l'adresse de réception. Donc, une adresse mail, en fait, eh bien, au lieu que ce soit un numéro de rue, un nom de rue et code postal et ville, eh bien, nous avons 3 éléments. Vous avez le nom d'usage, ou en tout cas le nom que vous avez choisi pour votre adresse mail en fonction de la disponibilité. Vous avez ensuite un arrobase, voilà, qui permet, on va dire, qu'un peu notre, comment dirais-je, une sorte de ponctuation de toutes les adresses mail. Donc qui permet de dire voilà ça passe par tel service, donc on dit chez. Et enfin le nom de domaine ou l'adresse du serveur de votre boîte mail. Donc prenons un exemple tout simple. On peut dire par exemple vous vous appelez Jacqueline Dupont. Eh bien Jacqueline ça va être, imaginons jacqueline.dupont @hotmail.com par exemple. Ça peut être un type d'adresse mail lambda. Ensuite, une fois que vous arrivez sur votre boîte mail, eh bien vous avez différents aspects. Vous avez donc ici la liste de tous les mails que vous recevez dans votre boîte de réception. Donc ça, c'est on va dire la zone de lecture de vos mails. Donc là ici, ce que vous voyez, c'est Outlook, c'est hotmail.com. Et ici, vous avez différents onglets avec des dossiers et des sous-dossiers et différentes zones de gestion. Donc là, vous voyez par exemple, imaginons donc la personne qui a créé cette adresse avait des dossiers, donc un dossier atelier et un dossier numérique. Et vous avez ici la boîte de réception où tous les mails sont reçus. Là, le petit 1, il permet de dire, voilà, il y a un mail qui n'a pas été lu, et donc c'est ce mail, news, une éducation numérique pour tous. Ici, vous avez les courriers indésirables. Alors les courriers indésirables, c'est un petit peu spécifique. C'est une sorte de robot qui lit la majorité de vos mails et qui va voir, ou en tout cas sentir qu'un mail en tout cas est anormal, ne vient pas d'une personne que vous connaissez et va automatiquement le mettre dans cette partie-là. Souvent, quand vous recevez des publicités sur votre boîte mail, ça va être automatiquement envoyé vers courrier indésirable. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire le choix de dire voilà, ce genre de mail ne m'intéresse pas, je veux qu'il aille dans courrier indésirable. Une dernière chose, les courriers indésirables en général sont supprimés au bout de 1 mois. Ici vous retrouvez vos brouillons, alors à l'instar d'une lettre, quand vous écrivez une lettre et qu'elle ne vous convient pas, soit vous la jetez, soit vous la conservez et elle vous sert de brouillon. Et bien là c'est exactement pareil, sauf que avec les outils informatiques, eh bien voilà, vous n'êtes pas obligé de jeter le papier, vous pouvez voilà, tout simplement conserver vos brouillons dans un dossier à part. Ensuite, quelque chose d'extrêmement intéressant, les éléments envoyés, ou en tout cas les mails envoyés. Alors ça, c'est vachement utile. Si par exemple vous avez envoyé un mail et que, eh bien, soit vous ne vous souvenez plus exactement de ce que vous avez écrit, soit pour une raison X ou Y que vous avez besoin, voilà, de pouvoir accéder à nouveau à ce mail que vous avez envoyé, eh bien, contrairement à la poste, cette fois, vous pouvez tout de suite consulter, voilà, le mail que vous avez envoyé, la lettre électronique que vous avez écrite, et vous pourrez voir tous les mails que vous avez écrits depuis la création de cette adresse mail. Enfin, vous avez donc les éléments supprimés, ou en tout cas les emails supprimés. Voilà, donc ça c'est tous ceux qui ne vous intéressaient pas, que vous avez jetés à la corbeille, et qui sont conservés tout comme le courrier indésirable pendant 30 jours. Enfin, vous avez différents dossiers ici. Donc vous avez les archives, donc ça c'est un choix que vous pouvez faire d'archiver vos mails. Vous pouvez faire quelques notes grâce à Outlook, et puis ensuite quelques fonctionnalités supplémentaires. Ici, ce petit bouton encadré en bleu, c'est ce qui permet de créer un nouveau courrier, ou un nouveau courrier électronique ou une nouvelle lettre électronique. Et ici, vous avez la barre de recherche qui vous permet, par exemple, voilà, si vous avez des milliers de courriers électroniques ou des milliers de mails qui sont perdus dans votre adresse, eh bien, il vous suffit de taper dans cette petite barre pour le retrouver. Ici, donc là tout à l'heure on a vu Outlook, ici on se retrouve sur Gmail. Alors vous allez voir, c'est à peu près le même fonctionnement. Ici vous retrouvez la zone de lecture avec vos différents mails.
Ici, vous retrouvez la barre de recherche, avec ici une petite option de filtre. Ici, vous avez toujours nouveau message, en tout cas nouveau courrier, c'est exactement la même chose. Et enfin, vous retrouvez donc la boîte de réception, les messages envoyés, les brouillons, et un peu plus bas ici, dans la fonction plus, vous avez les courriers indésirables et les courriers supprimés. Alors Gmail a quelques options supplémentaires. Il permet par exemple d'avoir un message suivi. Vous pouvez choisir par exemple qu'un mail soit suivi, c'est-à-dire que tous les mails en lien avec le même sujet et le même expéditeur seront dans cet endroit-là, ou en tout cas seront dans le même suivi. Vous avez également les mails en attente. Alors je crois que c'est très proche du brouillon, mais en tout cas c'est les mails voilà, qui sont en attente d'envoi. Et enfin les messages importants, voilà, que vous demandez à ce qu'ils soient mis en plus important que d'autres. Et ici, donc là on se trouve sur le client de messagerie. Et là ici on va plutôt parler de comment écrire un mail, qu'est-ce qui est important et comment ça marche. Alors donc ici vous avez deux, donc c'est l'expéditeur, donc c'est vous. Donc là c'est Madame Hélène Métro qui était ma prédécesseur. Ici vous avez donc le destinataire, Sébastien Chamberlain, qui est donc un autre médiateur numérique. Et lui, c'est le destinataire principal. Donc ça, c'est vraiment la personne qui va recevoir le mail et à qui le message est destiné. Ensuite, vous avez CC ici, qui est le destinataire en copie, voilà, qui permet de, par exemple, vous souhaitez transmettre un message à un de vos collègues et vous souhaitez que d'autres collègues soient également mis au courant de l'existence de ce message et de son contenu, eh bien, vous pouvez mettre d'autres destinataires en copie, qui sert en général d'information ou d'être au courant voilà, que ce message existe. Enfin, vous avez une dernière fonction qui est le CCI, qui est un destinataire en copie cachée, c'est-à-dire que le destinataire recevra le message, recevra le courrier électronique, mais les autres destinataires qui, par exemple, étaient en copie, eh bien, ne sauront pas ou ne seront pas au courant que ce destinataire a également reçu le message. Enfin, vous avez donc l'objet. Alors l'objet, eh bien, c'est un peu l'entête dans une lettre manuscrite. Voilà, donc vous allez dire, je ne sais pas, alors peut-être pas une lettre manuscrite, plutôt une lettre de motivation par exemple, où on met un objet. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous allez mettre un petit objet qui permet en fait de lire en un seul coup d'œil quel est le sujet de votre courrier électronique ou de votre mail. Et par exemple, voilà, ici c'est composition d'un mail, mais ça peut être, par exemple, vous voulez envoyer un email à toute votre famille avec comme sujet, et bien voilà, vos vacances de cet été. Et bien dans votre objet, vous mettrez, voilà, vacances de cet été, etc. Ici, vous avez donc attaché, et donc là, ce sont ce qu'on appelle les pièces jointes. Alors les pièces jointes, c'est quelque chose qui est à la fois très, très évident à comprendre et aussi peut-être un petit peu contre-intuitif. C'est un petit peu comme envoyer un colis. C'est-à-dire, vous avez votre lettre, donc ça c'est le courrier électronique, et vous avez également un objet voilà, que vous voulez envoyer avec votre lettre. Donc par exemple, voilà, prenons l'exemple d'un colis avec un album photo. Eh bien, vous allez envoyer votre colis avec une lettre et votre album photo. Eh bien, en fait, la pièce jointe, c'est l'album photo. Donc là, ici, on va dire par exemple, vous voulez envoyer non pas un album photo déjà imprimé, mais un album photo virtuel, hein, donc un groupe de photos voilà, que vous envoyez dans votre courrier. Eh bien, la pièce jointe se trouve ici. Donc c'est tout simplement comme si vous attachiez un objet ou une photo, un fichier, etc. à votre courrier électronique. Et enfin ici, vous avez la zone de texte où là vous pouvez écrire, voilà, tout ce que vous voulez, exactement comme dans un traitement de texte, hein. C'est-à-dire que vous pouvez taper votre texte, aller à la ligne, vous pouvez insérer des images, des tableaux, même si en général c'est mieux de les mettre en pièces jointes. Voilà. Ensuite, donc là on a vu comment envoyer un mail, maintenant on va voir comment recevoir un mail. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'objet d'un mail est extrêmement important et permet
de repérer d'un coup d'œil quel est le sujet, on va dire, du courrier électronique. Donc là, ici, vous voyez l'objet, composition d'un mail reçu, ou par exemple, comme je le disais tout à l'heure, préparer les vacances d'été. Ici, vous avez le nom de l'expéditeur, de la personne. Donc là, vous avez un nom qu'elle a choisi. Donc ça peut être un pseudonyme, ça peut être le nom réel. C'est la personne qui choisit, ou c'est même vous qui pouvez choisir l'entête de la personne. Avec ici son adresse électronique, hein, exactement comme si la personne avait marqué derrière la lettre le nom d'expéditeur et son adresse postale. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voir aussi la date et l'heure d'envoi du courrier électronique. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la version physique, mais en tout cas qui peut être très importante dans le cas des courriers électroniques, puisque tout simplement, voilà, on peut vous envoyer un email, voilà, à telle date et vous dire vous avez un mois pour nous répondre. Et c'est là où effectivement le fait d'avoir la date et l'heure, ça peut être très important. Et enfin ici, vous pouvez retrouver donc le corps du message avec bien effectivement tout le texte qui aura été écrit. Et en général, à la fin, vous aurez la pièce jointe, hein, donc ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut vraiment être n'importe quoi tant que c'est un fichier informatique. Ici, donc, vous avez l'organisation des mails. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez, depuis la boîte de réception, envoyer un mail en courrier indésirable, l'envoyer dans un dossier que vous avez créé, donc, par exemple ici, atelier ou numérique. Vous pouvez l'archiver ou le supprimer. Donc là, vous voyez ici les différentes options. Donc là, c'est exactement comme sur votre ordinateur, hein. C'est un clic droit et vous avez toutes les options qui apparaissent. Donc là, vous avez supprimé. Donc là, vous envoyez le mail dans votre corbeille, dans les éléments supprimés. Vous avez archivé. Donc là, ce sera envoyé dans le dossier archive. Déplacer. Et là, vous pouvez faire le choix de déplacer dans un dossier que vous avez créé. Vous pouvez catégoriser, marquer comme lu. Donc là, c'est par exemple, c'est un mail qui ne vous intéresse pas et que vous voulez, on va dire, un petit peu marquer comme lu, en fait, faire comme s'il n'existait pas. Très bien. Vous pouvez assurer un suivi, l'épingler, donc ça, épingler en langage informatique, c'est ce qui permet de mettre un mail, on va dire, tout en haut d'une liste et être certain que vous pourrez retomber dessus immédiatement. Vous pouvez, comme je vous disais, le marquer comme indésirable. Alors, en général, ça s'applique au destinataire, pas seulement à ce mail-là, mais ça peut s'appliquer également à l'expéditeur, à l'expéditeur du mail. Donc si par exemple vous recevez, je sais pas moi, par exemple une publicité EDF, eh bien vous pouvez marquer le mail comme indésirable et l'envoyer directement en courrier indésirable, juste ici. Vous pouvez également ignorer le mail, signaler un abus, donc là c'est quelque chose comme par exemple des publicités mensongères ou des publicités qui portent atteinte à votre honneur ou ce genre de choses, des publicités par exemple pornographiques, ou vous pouvez tout simplement bloquer l'expéditeur et en général ça ne vous embêtera plus. Ensuite vous avez quelques règles supplémentaires mais on va dire qu'ils sont assez peu utilisées. Et là, toutes ces options-là, donc ça c'est si vous faites clic droit, mais vous pouvez retrouver toutes les options exactement ici. Donc là vous avez supprimé, archiver, le rendre en courrier indésirable, ou le ranger, ou le déplacer vers un dossier. Donc selon les messageries, vous avez plusieurs manières de gérer. Vous avez donc créé des dossiers, donc ça c'est plutôt dans Outlook, où vous avez les libellés, voilà, qui permettent, on va dire, de classer et catégoriser les mails que vous avez reçus. Vous pouvez également vraiment catégoriser de manière un peu plus précise via des filtres. Par exemple, vous allez dire voilà tel mail, voilà je le classe dans, je le catégorise dans des mails de ma famille ou de mon travail ou de mes amis. Et bien en fait, ça permettra facilement via la barre de recherche de retrouver tous les courriers électroniques qui sont catégorisés selon ce que vous avez choisi. Vous pouvez également rajouter des échéances de temps, etc. Ensuite, vous avez donc les contacts. Alors les contacts, c'est un petit peu comme si vous aviez un carnet où il y a marqué voilà tous vos contacts, toutes les personnes que vous connaissez, mais cette fois marqué virtuellement sur votre ordinateur.
Donc sur certains logiciels, il y a un menu contact, mais en règle générale, voilà, c'est simplement ajouter un contact, et à partir de ce moment-là, ce contact se retrouvera assez facilement et s'affichera quasiment automatiquement dès que vous commencerez à écrire une adresse électronique dans le petit encart adresse électronique. Donc vous pouvez voilà, simplement, c'est comme sur votre téléphone ou sur votre tablette. Voilà, vous appuyez sur nouveau contact, vous cliquez sur nouveau contact, nouveau groupe de contacts, vous entrez le nom, prénom, adresse électronique, et ça permettra de le retrouver très facilement. Vous avez exactement la même chose sur laposte.net ou sur Gmail. Alors les spams. Alors les spams, c'est un terme, on va dire, assez courant aujourd'hui, même si c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. C'est un terme en fait anglais à la base qui signifie un envoi de messages très régulier et très, on va dire, très insistant. Et dans notre cas, notamment dans les emails, ce sont des courriers électroniques qui sont envoyés de manière totalement automatique, hein, c'est fait par des robots, et qui sont non souhaités avec un contenu non désiré, reçu sans le consentement du destinataire. C'est-à-dire, c'est par exemple des publicités. Hein, souvent, c'est-à-dire que au lieu de recevoir la publicité dans votre boîte de courrier, eh bien, vous le recevez sur votre boîte de courrier électronique, donc sur votre adresse email. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le hameçonnage ou le phishing, qui est en fait une forme de mail, on va dire, assez insidieuse, assez suspecte, qui va vous demander, on va dire, par exemple, de rentrer des coordonnées qui sont les vôtres, ou qui vont vous donner des publicités qui sont mensongères, et vont vous donner envie de cliquer, par exemple, sur un lien, ou de remplir des informations que vous ne devriez pas remplir en temps normal, et ça peut être tout un tas de choses, on va dire, en général, qui sont faites en fait pour vous arnaquer. Et souvent, ça joue sur la peur, sur l'affectif, sur le stress, etc., etc. Donc ça peut être des mails, hein, donc c'est le cas aujourd'hui dans notre atelier numérique, mais ça peut être des messages sur des forums, ça peut être des SMS, ou même ça peut être des appels. Donc ça peut être par exemple, voilà, un proche parmi vos amis dont la boîte mail a été piratée, donc ça va être quelqu'un qui va récupérer le mot de passe d'une adresse mail, se connecter et envoyer des faux mails via l'identité de votre proche. Ou ça peut être un faux site ou une fausse administration qui va vous demander de régler une facture qui n'existe pas, ou de régler des frais de douane qui n'existent pas, et ils vont vous demander de renseigner vos coordonnées bancaires, et comme vous l'avez deviné, eh bien ça va être pour vous soutirer de l'argent, voire pour prendre le contrôle de votre compte bancaire, et faire tout un tas de choses que vous ne désirez pas. Donc, pour se prémunir de ce genre de choses, la première chose à savoir, c'est que la très grande majorité des administrations françaises ne vous demanderont jamais de payer quelque chose via un mail. Ils vous demanderont toujours d'aller sur leur site officiel et de vous connecter sur le site officiel pour pouvoir régler par exemple un remboursement. Donc par exemple, voilà, donc là on voit sur cet exemple de faux mail que on vous dit d'aller sur un formulaire directement depuis un lien. Ça, c'est typiquement le genre de choses que vous ne verrez jamais avec une administration officielle. L'administration officielle vous renverra automatiquement vers le site officiel impôts.gouv.fr, non pas via un lien. Deuxième chose pour laquelle il faut se méfier, c'est l'adresse utilisée par l'administration. Donc là, vous allez voir un objet remboursement de 187 €. Hein. Alors, vous le savez aussi bien que moi, quand il y a un remboursement d'impôt, il vaut mieux se méfier. Ici, vous avez donc l'entête no reply impôt, donc il y a un nom assez bien choisi, puisque les personnes, on va dire, un petit peu crédules, vont tomber assez facilement dans le piège. Et ici, vous allez voir que les adresses électroniques utilisées par les hackers sont souvent soit des adresses très légèrement différentes des adresses officielles des administrations, ou des adresses carrément différentes. Et là, effectivement, ça permet, on va dire, de
de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, par exemple, eh bien, on voit que on est censé recevoir un mail des impôts, et là on voit iTunes support moroccohacker.com. Donc là, en général, il faut vraiment se méfier quand vous voyez ça. Vous avez donc un autre exemple de mail que vous pouvez recevoir. Vous allez avoir ne pas répondre ou no reply, c'est exactement la même chose, avec un nom d'adresse complètement fantasque et un serveur d'adresse qui n'existe pas, labonnenouvelle.fr, je suis certain que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et comme je vous le disais, tout comme la dernière fois, ils vont vous demander de cliquer un lien qui vous permette d'accéder directement à votre compte, alors que en vérité, il faut absolument que vous vous connectiez depuis le site officiel. Toujours, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus prescrit par les administrations officielles ou par votre banque, par exemple, de ne jamais cliquer sur un lien qui ne vous semble pas sécurisé. Si vous recevez un mail de d'une administration ou de votre banque, eh bien la première chose que vous devez faire, c'est aller directement sur le site officiel et de vous connecter depuis le site officiel, mais jamais, jamais, jamais depuis un lien que vous avez reçu par mail. Donc, comment se protéger des spams? Eh bien, comme je vous disais, il y a le fait d'avoir plusieurs adresses mail. Donc, si vous avez une adresse poubelle, eh bien, en général, c'est là où tous les spams ou toutes les tentatives d'arnaque vont tomber, puisque ce sera utilisé pour des inscriptions qui ne sont pas importantes pour vous. Donc évidemment, si vous avez une adresse mail auquel vous tenez, eh bien évitez de l'utiliser et de la divulguer à tout va. Comme je vous disais, je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs adresses, ou alors de choisir une adresse email qui est difficile à réécrire. Voilà, plus c'est compliqué, plus évidemment pour les catalogues de mails utilisés par les spammers, ça devient compliqué. Ne jamais répondre à un spam, ou alors le répondre en connaissance de cause. Et comme je vous le disais, ne jamais cliquer sur le lien qui se trouve dans le mail auquel vous n'avez pas confiance. Et même si vous avez confiance, méfiez-vous des liens sur lesquels vous cliquez. Sachant que des hackers, par exemple, peuvent très facilement, juste en faisant en sorte que vous cliquez sur un lien, avoir accès à vos informations, avoir accès à votre adresse postale et à votre adresse email. Et enfin, si vous avez reconnu un spam, eh bien n'hésitez pas à le bloquer. Vous avez vu la fonction tout à l'heure. Vous pouvez également retrouver sur le site officiel economy.gouv.fr quelques recommandations contre le spam et contre le phishing. Alors là, je vais aller un petit peu en surface. On vous conseille également d'avoir d'excellents mots de passe pour votre adresse email ou même pour tous les sites qui vous demandent un mot de passe. Au moins 12 caractères de 4 types différents, donc minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Choisissez des mots, on va dire, qui disent absolument rien sur vous ou vos proches. C'est toujours très important d'avoir des chiffres aléatoires plutôt que de choisir une année. Et le mieux, c'est vraiment d'avoir un mot de passe par compte. Donc vous avez ce site-là qui s'appelle Have I Been Pwned, qui signifie est-ce que j'ai été arnaqué, qui permet de savoir si votre adresse email a été récupérée et a été hackée. Et ici, vous avez une liste des 100 mots de passe qu'il ne faut surtout pas utiliser, puisqu'en fait, les hackers, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, les hackers, en fait, se servent de dictionnaires de mots, ou de dictionnaires de phrases, pour pouvoir hacker votre compte, pour pouvoir trouver votre mot de passe. Donc par exemple, imaginons, vous mettez en mot de passe, je sais pas, on parlait par exemple de Jacqueline Dupont, Dupont étant un nom de famille extrêmement utilisé en France, eh bien, il faut surtout pas mettre par exemple en mot de passe Dupont avec une date de naissance comme par exemple 1981. Donc en termes de mot de passe qu'il ne faut surtout pas utiliser, Dupont 1981, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Puisque les hackers en fait ont une liste de nombres, en général ça va de 1 à 9999, et en fait de 1 à 9999, ils ont tous les chiffres, et en fait le logiciel qu'ils utilisent va descendre de 1 à 9999,
Et si par exemple vous avez tapé votre date de naissance, imaginons 1981, eh bien ce sera dans leur dictionnaire et ils pourront ouvrir votre adresse très facilement. Alors, on voulait parler un petit peu écologie, voilà, à une période, voilà, aujourd'hui où l'écologie devient importante. Eh bien, il faut savoir qu'Internet fait partie du consommateur, voilà, de CO2 qui est devenu énorme, hein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le 6e plus gros pays producteur de CO2, hein. On est à ce niveau-là de dépenses d'énergie et de dépenses de CO2. Non seulement voilà, ça consomme beaucoup d'énergie et ça envoie beaucoup de CO2, mais en fait il faut savoir que plus l'espace d'internet est occupé, plus ça consomme. Donc par exemple, un email en général est égal à 1 mégaoctet par mail. Et bien un mégaoctet qui est conservé sur un serveur va consommer l'équivalent de 25 Wh, c'est-à-dire 25 minutes d'utilisation d'une ampoule de 60 watts. Et chaque heure, 10 milliards de mails sont envoyés, et ça représente à peu près 50 gigawatts, soit 15 centrales nucléaires pendant une heure, ou 4000 tonnes de pétrole, ou 40 000 allers-retours Paris-New York en avion. Donc vraiment les mails, même si c'est vachement pratique, même si ça ne consomme pas de papier, eh bien ça consomme énormément d'énergie, ça consomme énormément d'électricité, et c'est aujourd'hui parmi les fonctionnalités d'Internet qui sont les plus gourmands. Donc quelques petits gestes, voilà, pour freiner un petit peu cet impact. Si vous avez des mails qui ne vous intéressent plus, n'hésitez pas à les supprimer, hein. Plus vous supprimez de mails, plus ça permet de faire un petit geste pour la planète. S'il y a des lettres d'information ou newsletters qui ne vous intéressent pas, désabonnez-vous, ça permet d'éviter un trafic de mails inutile. On va dire, dans le meilleur des cas, si vous pouvez éviter d'envoyer des pièces jointes, ne le faites pas. Et voilà, si vous avez des mails que vous voulez envoyer à plusieurs personnes, faites-le avec modération. Donc voilà, donc ici vous avez quelques petits chiffres supplémentaires, hein. Donc une lettre d'information envoyée, c'est 10 grammes de CO2. Un spam annuel, c'est les émissions... Pardon. Un spam qui est envoyé à des millions de personnes, eh bien, c'est les émissions annuelles de 3 millions de voitures. Et un mail fait à peu près 15 000 km, ça c'est vrai. Ça peut parfois faire le tour du monde. Et aujourd'hui, chaque jour dans le monde, il y a 280 milliards de mails qui sont envoyés. Donc ça, c'est les dernières statistiques que nous avons, et ça a certainement encore plus évolué aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on compte à peu près entre 10 000 et 50 000 mails non lus dans une boîte de réception. Donc comme je vous le disais, si vous pouvez supprimer vos mails non lus, faites-le. Enfin, pour terminer un petit peu cet atelier, je voulais parler un petit peu des ressources que nous avions ici en médiathèque qui pourraient vous intéresser. Donc vous avez l'œuvre Gérer efficacement vos mails par Luc Desmarais, hein, qui se trouve donc à la médiathèque centrale. À la médiathèque des Blossières, vous avez 60 minutes pour reprendre le contrôle de vos mails de Romain Bisseret. Vous avez également le livre conseil Internet surfer en sécurité, protéger son ordinateur et sa connexion, lutter contre les spams et les virus, surfer tranquille sur les réseaux sociaux de Sébastien Hernacor et Sylvain Pipet. Vous avez également l'œuvre S'en sortir enfin avec sa boîte mail, travailler mieux et sans stress de Laurent Gesset avec les dessins de Luc Tesson. Vous avez également Outlook 2016, hein, donc il y a un guide pour utiliser Outlook à la médiathèque centrale, ou vous avez un guide pour la version 2010 d'Outlook de Elisabeth Ravet à Maurice Genevoix. Enfin, sur nos ressources numériques, vous avez différents cours en ligne d'auto-formation sur la plateforme Tout Apprendre. Donc vous avez le cours en ligne débordé par vos emails, le cours en ligne sur Gmail, le cours en ligne sur Outlook 2010, Outlook 2013 et Outlook 2016, et enfin quelques bonnes pratiques pour l'aide d'information et les newsletters et email marketing. Enfin, vous avez, si vous le souhaitez, sur YouTube, un cours en ligne d'Hervé Lecronier de l'Université de Caen sur la messagerie électronique. Voilà, donc pour terminer, on va parler un petit peu des prochaines actions numériques. Donc cet atelier sera rediffusé le 19 juin à 14h30. Évidemment, pour un peu plus de pratique, voilà, nous ferons ça en présentiel, nous espérons,
très bientôt à la médiathèque d'Orléans. Et enfin, je vous invite également à nous rejoindre pour nos animations numériques dont le sujet tournera autour de l'écologie et de l'impact des changements climatiques sur les populations. Donc vous aurez le 12 juin 2021 de 14h30 à 16h30 une présentation du jeu Terranil, qui est un jeu de puzzle écologique, où en fait on doit revitaliser une planète voilà, qui est polluée, qui est morte, etc. Et vous avez la simulation de monde en pixels Worldbox, qui nous permettra de montrer un petit peu les impacts de changement climatique ou les impacts de destruction massive, le 23 juin 2021 de 14h30 à 16h30. Voilà, et bien écoutez, sans transition, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente après-midi et je l'espère, voilà, du beau temps pour les personnes qui souhaitent sortir cet après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains ateliers cet été et surtout à la rentrée en présentiel. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier. Au revoir.